Bonjour à tous et bienvenue dans Opinion. Le Japon face au cauchemar. Après la destruction, la menace nucléaire se fait de plus en plus précise. Devant ce cataclysme, chacun aura remarqué le sang-froid et la maîtrise de soi des Japonais. Bien sûr, on perçoit chez eux chagrin et angoisse. Cependant, les Japonais donnent le sentiment de souffrir en silence, offrant au monde qui les regarde une profonde dignité. Ce courage vaut la peine de s'y arrêter et de demander à des spécialistes du Japon qui connaissent bien ce pays d'où vient dans le fond cette force. Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est dans la religion? Eh bien avec nous, bonjour Régine Serra, vous êtes enseignante à Sciences Po, chargée de la mission Asie. Et puis Bernard Thoman, vous êtes spécialiste du Japon aussi. À Langzhou, enfin ça porte plus ce nom-là, mais voilà. Mais les gens connaissent cette appellation. Alors peut-être comprendre. J'imagine que vous aussi ça vous a frappé ce sang-froid. Tout le monde l'a ressenti. On ne sent pas chez eux de sentiment de révolte. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à l'éducation, à la religion, à une forme de spiritualité? Où vous logez cette moi, j'aurais tendance, à commencer par, une sorte de facteur universel. Les Japonais ont été confrontés, à un événement tout à fait horrible, et ils sont, à mon avis, quand même, pour beaucoup, frappés de stupeur. Ils sont frappés de stupeur comme le serait n'importe quel peuple. On n'avait pas vu de scène de panique au moment, effectivement, du tremblement de terre, parce que c'est vrai qu'ils ont l'habitude. Bien sûr. Mais alors là, je peux effectivement enchaîner sur, des raisons. D'abord, au niveau culturel. Alors, on a beaucoup entendu l'explication selon laquelle, il y aura une sorte de fatalisme des Japonais, étant donné une certaine tradition religieuse, philosophique, notamment liée au shintoïsme, au bouddhisme, qui ferait qu'ils seraient en quelque sorte, non pas, propriétaires de la nature, mais qu'il serait normal finalement qu'ils subissent la nature en étant simplement, les locataires en quelque sorte. Alors c'est une explication qu'on a beaucoup vue, mais je pense qu'il y en a d'autres. On va les développer. Moi, je crois qu'il y a vraiment on sent chez les Japonais quand même une profonde pudeur. J'ai l'impression que montrer ses sentiments est parfois considéré dans la culture japonaise comme assez impudique, ce qui ne présage pas du tout, de la réalité de leurs sentiments, de leur angoisse. On a l'impression qu'ils ne ressentent rien, ce qui est faux. De leur peur, c'est pas du tout Régine le Serra, cas. votre analyse sur ce qu'on ressent quand on voit effectivement, que ce soit à la télévision, à la radio, qu'on les écoute, qu'on les voit, ce sentiment de... Dans le fond, il n'y a rien qui passe, pas de sentiment d'effroi, même si on sait pertinemment qu'au fond d'eux... Ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Ils sont inquiets et de plus en plus inquiets. C'est vrai que vendredi, les correspondants japonais qu'on pouvait voir nous disaient « mais tout va bien, c'est un tremblement de terre, on est habitué, on a été... éduqués pour bien gérer ces événements. Notre éducation depuis la primaire, depuis l'école primaire, fait que nous avons nos entraînements. Donc c'est qu'un tremblement de terre de plus. La vaisselle est un peu cassée et puis on va vite passer à autre chose. Aujourd'hui, avec ce risque nucléaire, le sentiment est un petit peu plus mitigé. On sent en effet une angoisse croissante, même à Tokyo, où tout le monde était plutôt serein. Ce matin, mes amis japonais me disaient quand même que oui, tout cela était un petit peu inquiétant. Alors, pour rebondir sur ce que disait Bernard, oui, la relation du Japon à la nature est quand même peut-être très différente de celle que nous avons ici dans nos cultures occidentales. Au Japon, on a, et ça c'est lié au Shinto. Le Shinto, c'est une tradition animiste. Il y a un dieu en chaque chose. Il y a un dieu dans chaque arbre, dans chaque vague, dans chaque élément. Et puis dans le fond, je lisais, il y avait un papier dans Le Monde hier, dans le journal Le Monde, qui était intéressant sur l'explication de cette maîtrise de soi-même, où il y avait le sentiment très profond que chaque chose vivante est amenée à mourir. Donc tout ce qui meurt est amené aussi à renaître. Tout à fait. Et le plus beau des symboles de cela, c'est
la fête des cerisiers, où on voit que c'est une fleur complètement éphémère, qu'on va justement aller observer le temps de son éclosion, et on voit ces mouvements japonais au printemps, admirer ces fleurs de cerisier, parce qu'elles sont éphémères, elles vont mourir, mais elles vont renaître ensuite au printemps prochain. Donc il y a cette croyance très profonde que de la mort naît la vie, et que tout cela est un cycle, et que les Japonais ont vraiment le sentiment qu'ils sont très peu de choses face à la nature. Ils ont face à la grandeur, oui. Face à la grandeur de la nature, oui. Mais je pense aussi qu'il faut réintroduire un peu de sociologie, politique, parce que, je veux dire, les grandes explications culturelles, je veux dire, elles sont à la fois satisfaisantes et insatisfaisantes. Mais je crois que ce qui frappe aussi... oui, c'est ça, voilà, je veux dire, mais ce qui frappe aussi, je veux dire, ce qui frappe les observateurs, visiblement, dans les médias, c'est aussi, je veux dire, une certaine obéissance. Le fait qu'on suit les consignes, qu'on ne panique pas. Alors, évidemment, je veux dire, il y a l'apprentissage. Ils sont très organisés. Oui, alors je pense qu'il y a un très haut niveau d'éducation, c'est-à-dire que c'est quand même un peuple extrêmement éduqué, très policé, qui apprend, je veux dire, à bien se comporter, entre guillemets, dans la société très tôt, dès l'école maternelle. Moi, j'ai mis mes enfants à l'école maternelle pendant 3 ans au Japon. Moi, j'étais toujours surpris de voir qu'ils faisaient le ménage, je veux dire, à chacun à leur tour, je veux dire, dans la salle de classe. Donc, je veux dire, on leur apprend à avoir un esprit civique, responsable, très tôt. Et puis, je crois aussi, alors là, c'est une manière de réintroduire peut-être aussi un peu de culturel, que il y a un respect aussi de l'expertise. Alors, il ne faut pas confondre ça avec, je veux dire, la confiance vis-à-vis des dirigeants. Je veux dire, depuis un certain nombre d'années, beaucoup de Japonais n'ont pas confiance dans leurs dirigeants, dans leurs bureaucrates. Il y a eu beaucoup, je veux dire, de scandales au niveau environnemental, politique, des informations importantes qui avaient été cachées. Simplement, je veux dire, comme une certaine tradition confucianiste qui fait que l'on respecte le savoir où il est, et que l'on ne parle pas pour ne rien dire sans savoir de quoi il s'agit. Et donc il y a ce respect qui me semble quand même relativement important. Vous partagez cette analyse? Tout à fait. S'il n'y a pas confiance totale dans les bureaucrates et dans le gouvernement depuis une vingtaine d'années, le Japon est en crise politique depuis une vingtaine d'années, s'il n'y a pas cette confiance-là, il n'y a quand même pas de défiance. Si bien que si le gouvernement donne des directives, du fait de cette éducation qu'a très bien souligné Bernard Thoman, du fait de cette éducation, les Japonais vont se plier à ces directives, vont être solidaires les uns avec les autres. C'est un phénomène qu'on a déjà pu observer après 1945, quand il y a eu cette dramatique fin de guerre au Japon. Alors justement, on va l'évoquer aussi. Ouais. Tout le peuple japonais s'est solidarisé derrière un message gouvernemental qui était: maintenant il faut reconstruire le pays. Après Kobe, ça a été la même chose, il faut reconstruire le Kansai qui avait été dévasté. Ce sera probablement la même chose cette fois-ci. Alors vous évoquez bien sûr Hiroshima, Nagasaki. Le Japon a subi les calamités naturelles avec les 2 tremblements de terre, 1923-1995, mais aussi le feu nucléaire, donc en quelque sorte la folie des hommes avec Hiroshima, Nagasaki. Est-ce que là-dessus, ça a aussi endurci ce peuple ? Est-ce que cette expérience-là a donné aussi une dimension dans la souffrance ? Je pense qu'il y a une inquiétude sourde chez la plupart des Japonais, et ça se reflète très bien dans la culture, dans la littérature, le cinéma, même le cinéma populaire. Je veux dire, tout le monde connaît, je veux dire, Godzilla, le monstre né, je veux dire, du feu nucléaire. Et là, il y a une inquiétude sourde au sein de la société japonaise qui, effectivement, qui a eu beaucoup de mal, quand même, il faut le dire, à s'exprimer sur le plan politique. Parce qu'au cours de l'après-guerre, depuis 1945, la priorité, ça a quand même été d'abord de reconstruire le pays, et puis d'atteindre quand même une certaine puissance. Et le sentiment national a quand même joué un grand rôle dans la faculté de mobilisation des Japonais en général. Il y a eu, bien sûr, je veux dire, des moments où, je veux dire, la société civile s'est opposé à un certain nombre de choses lors de grands scandales, de grandes catastrophes
environnementales. Par exemple, Minamata, qu'on connaît tous, cette grande pollution au mercure dans l'île de Kyushu qui a intoxiqué des milliers de personnes. Là, il y a eu des mouvements de citoyens pour s'opposer aux grands lobbies industriels, à la raison d'État. Mais ça ne s'est jamais traduit quand même, je vais dire, sur le plan politique, il n'y a pas d'écologie politique au Japon. Et ça reste quand même, je vais dire, un grand mystère, en tout cas une question de science politique pour les historiens extrêmement importante et pour laquelle, oui, une sorte de point d'interrogation. Là-dessus, vous avez, vous, une réponse ? Ces grandes crises ont, de mon point de vue, beaucoup aidé les autorités japonaises à mettre en place toute une série de mesures qui n'existaient pas préalablement. Si on regarde simplement la gestion du tremblement de terre de Kobe, elle était calamiteuse par les autorités japonaises. C'est la société civile qui s'est organisée, tout simplement parce qu'il n'existait pas de texte prévoyant des mesures d'urgence. Il n'y avait pas de cellules de crise qui étaient organisées, etc. Depuis 1995, nous avons maintenant, dans la législation japonaise, tout ce qui permet de mettre en place des cellules de crise et des opérations d'urgence. Et c'est ce qui a très très bien fonctionné dès vendredi matin, dès le 11 mars, enfin vendredi matin, heure française, dès le début du tremblement de terre, où tout de suite le Premier ministre a déclaré une situation d'urgence, où tout de suite les forces d'autodéfense japonaises ont pu être déployées, où tout de suite on a pu avoir quand même des informations sur les sites nucléaires. Il y avait tout de suite une information forme de transparence. De transparence qui s'est mise en place, alors qu'au moment de Kobe en 1995, les forces d'autodéfense japonaises, dont une des missions principales, c'est d'assurer la sécurité de la population en cas de risque, n'avaient pas pu intervenir parce que les mécanismes ne le permettaient pas. Oui. Ce qui est important de souligner, ce qui est peu dit, c'est que le Premier ministre actuel, Naoto Kan, est quand même venu à la politique par la société civile à l'occasion du scandale du sang contaminé. C'est-à-dire que c'est une personne qui s'est engagée en politique pour... au départ, à l'occasion donc du sang contaminé, et qui a mis un jour ce scandale du sang contaminé. Et on voit bien, je veux dire, que c'est quelqu'un qui, je veux dire, a cœur d'être transparent, de dire la vérité. De dire la vérité. Mais il a derrière lui, quand même, je veux dire, tout un appareil bureaucratique qu'il faut faire bouger, et ce n'est pas chose facile. Et puis aussi le poids de l'expérience. Le poids de l'expérience, effectivement. De ce qu'on appelle l'empirisme. Mais c'est la fin, mais juste peut-être une première question pour rebondir sur cette idée, on va dire, que tout renaît de ses cendres dans la philosophie aussi japonaise. Est-ce qu'à l'image des Américains, c'est un peuple qui rebondit, on le voit économiquement? Est-ce que quand tout est détruit, il y aura une faculté formidable à vouloir tout reconstruire? Est-ce qu'il y aura cette force? J'en suis convaincue. Oui. J'en suis convaincue, et au niveau gouvernemental et au niveau de chaque Japonais. Oui. Oui. Moi, j'en suis convaincue, mais j'ai quand même, je veux dire, je l'espère. Simplement, je crois que la situation aujourd'hui est en 1945 est relativement différente. Je veux dire, l'âge moyen de la population n'est pas le même. Quand on voit, je veux dire, les régions qui ont été touchées, ce sont des régions où la population est quand même relativement âgée, parce que souvent les jeunes partent, je veux dire, dans les grandes villes, et les régions côtières, rurales, des zones de pêche, je veux dire, les villages de pêche sont souvent habités par des gens relativement âgés. Et il y a un déséquilibre démographique au Japon entre, je veux dire, ces régions rurales et les grandes villes qui va être vraiment aggravé par, je veux dire, cette catastrophe. Quand on voit Sendai, c'est oui, et alors Sendai, c'est encore une grande ville où il y a quand même beaucoup de jeunes, mais surtout les régions qui sont entre Sendai et Tokyo, et au nord de Sendai, ce sont des régions quand même où la population est relativement âgée. Et moi, je m'inquiète un peu, je veux dire, pour la vitalité de cette région, pour, je veux dire, l'équilibre démographique, l'aménagement du territoire. Je crois que le peuple japonais ne rebondira pas par automatisme, mais parce qu'il a une certaine psychologie particulière, mais il faudra, je veux dire, une action politique extrêmement forte. Derrière. Merci en tout cas à tous les deux. On en a appris un peu plus aujourd'hui sur les Japonais, sur la façon dont ils ont réagi à cette terrible catastrophe qui n'est pas terminée, puisque, bien sûr, la menace nucléaire est très forte. Merci à tous les deux. Peut-être, si on veut vous lire, 2 ouvrages que vous avez écrits. Vous avez... Non ? Oui, si, en 2008, j'ai publié un ouvrage aux Indes savantes, qui est une des presses universitaires, le salarié et l'entreprise dans le Japon contemporain.
Et Régine ? Et Le défi japonais chez André Versailles, qui vient juste d'être publié, et Le pacifisme à l'épreuve avec Éric Cézelet, aux belles lettres sur les forces d'autodéfense japonaises. Parfait, merci à tous les deux. On se retrouve très vite sur France 24, tout de suite les infos.